les gens envoyés en Orient, la plupart des hommes furent castrés. Sur les 11 millions d'Africains transportés à travers l'Atlantique, 95% furent envoyés en Amérique du Sud et du Centre, et principalement pour les Portugais, Espagnols et Français. Sauf 5% furent envoyés aux États-Unis. Est-ce que l'Africain le sait? La Société britannique et étrangère de lutte contre l'esclavage rapporte que la plupart des esclaves ont été capturés dans la zone du lac Nyassa. Ça, c'est Malawi et Mozambique, et dans la région Bahr el-Ghazal et dans les régions éthiopiennes. Des esclaves furent emmenés au marché d'Afrique orientale de Zanzibar, Kilwa et Kilomane. Kilomane, c'est... Vous connaissez ça. Ils furent ensuite embarqués en destination de la Turquie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Irak, Iran et dans les îles de Pemba, de la Réunion et de Madagascar. Le reporter anti-esclavage estimant que les musulmans auraient exporté 63 000 esclaves par an. Certaines statistiques parlaient même de 500 000 esclaves exportés en une seule année. Selon les calculs du chercheur Ralph Austin, entre 1830 et 1861, les imports des esclaves vers le golfe Persique avoisineraient 3100 à 3700 par an. Le même chercheur nota qu'environ 8855 esclaves furent retenus par an par des Africains propriétaires d'esclaves sur la côte orientale africaine. Vos grands-pères eux-mêmes, ils faisaient des esclaves. Et ceux qui sont riches, ils faisaient des esclaves. Ils avaient un trône à Blozipi. À Blozipi, quand on te fait asseoir sur ça, oui, tu es possédé, tu es détenu psychologiquement, spirituellement. Tu es cadenassé à un rayon kilomètre près. Tu ne peux plus fuir. Tu es devenu une bête de somme. C'est comme ça. Nos parents, nos grands-parents eux-mêmes. Pour Peter Manning, lorsqu'on compare la traite intra-africaine à l'ensemble de la traite, elle a été de plus en plus importante au XIXe siècle. Avant 1850, un tiers des captifs survivants restaient sur place alors que les deux autres tiers étaient exportés. Entre 1850 et 1880, le nombre de captifs africains sur place devient supérieur au nombre de captifs des traites occidentales et orientales. Après 1880, la quasi-totalité des captifs restèrent sur place. Vous lisez Ibn Qayyim al-Jawaziyya dans son livre Zad al-Ma'ad, première partie, page 160. Peter Manning, dans Zad al-Ma'ad, estime à 14 millions environ le nombre d'individus réduits en esclavage et restant sur place. Ça, c'est l'Afrique qui achète l'Afrique. Soit plus de la moitié des captifs exportés par les traites occidentales et orientales. Ça veut dire quoi? Nos grands ancêtres qui sont exportés vers l'Asie, le monde ottoman et le monde occidental font la moitié des esclaves que nous nous sommes faits nous-mêmes. Alors, quand on parle de l'esclavage, les chapitres ci-après révèlent combien l'esclavage fut partie intrinsèque de la vie de Mohammed lui-même et de ses califes. Le monde islamique s'est toujours servi des esclaves. Allez sur Wikipédia, nous n'inventons rien. Le Muwatta, une des premières rédactions de la loi musulmane, compilée et éditée par Imam Malik, est considérée comme la plus ancienne source des hadiths, les traditions de Mahomet, qui constituent la base de la jurisprudence de l'islam, en plus du Coran. Cette Muwatta, la première rédaction de la loi musulmane, est pleine de dispositions légales relatives à la manière de traiter des esclaves et avec les esclaves. Si nous considérons les hadiths ci-dessous, nous ne serons pas tués. Personne ne viendra tirer sa ceinture explosive à côté de notre maison parce que nous disons la vérité et nous ne parlons pas de la religion. Plusieurs musulmans
avait des esclaves. Alors, Hadith, Muwatta, chapitre 368, parle de celui qui prend les biens de l'esclave lorsqu'il est affranchi ou lorsqu'elle est affranchie. C'est-à-dire quoi? Je vous ai fait esclave. Mais lorsque je vous affranchis, je vous arrache les biens que vous vous êtes fait. Hadith, Muwatta, chapitre 371. Les esclaves qui ne peuvent être définis libres en cas de libération obligatoire d'un esclave. On les fait des esclaves. Chapitre 383. La cohabitation avec une esclave après déclaration de sa moudabir, c'est-à-dire libre après le décès de son maître. Moudabir. Quand on vous appelle moudabir, c'est-à-dire vous êtes une femme, vous êtes une fille qui a perdu son maître. Chapitre 387. Celui qui bénéficie des biens d'un esclave ou d'une esclave lors de sa vente. Non seulement on m'achète, mais mes biens aussi, on en bénéficie. Chapitre 388. La limite de responsabilité du vendeur d'esclaves lors de la vente d'une ou d'un esclave. Muwatta, Hadith, chapitre 390. Les conditions de vente d'une esclave. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Ibn Qayyim al-Jawziwa, un éminent érudit historien islamique, dit dans son livre Zad al-Ma'ad, première partie à la page 160, que Mohammed avait des esclaves, hommes et femmes. Il avait l'habitude d'en acheter pour les vendre. Mais il a acheté plus d'esclaves qu'il n'en a vendu. Une fois, il a vendu un esclave noir contre 2. Il a précisé que Mohammed avait un certain nombre d'esclaves noirs, l'un auquel il donna le nom Mahran. Mohammed le faisait travailler plus qu'un homme ordinaire. Toutes les fois que Mahomet et les siens reviennent épuisés d'un voyage et qui ne pouvaient pas décharger leur bagage, il les faisait porter par Mahran. Ce dernier pouvait déclarer, je cite, « Lorsque nous sommes en voyage, même si on m'a déjà fait porter le fardeau, de 6 à 7 ânes, toute personne qui était épuisée me jetait dessus ses tenues, ou son bouclier, ou son épée, pour que je les porte sous ce lourd fardeau. » Lisez Robert Payne, The History of Islam, page 185. Une révolte célèbre des esclaves noirs en Irak. Des milliers d'esclaves noirs se sont révoltés et tuèrent des dizaines de milliers d'Arabes à Bachra. Bachra, ça c'est le pays de notre ascendant Nimrod. Irak, c'est le pays de notre ascendant Nimrod. Ninive, c'est pour ça que Dieu a même envoyé, comment on l'appelle, Jonas chez notre ascendant. L'Irak appartient à l'Afrique, selon les textes bibliques. Donc, ces Noirs révoltés ont tué des dizaines de milliers d'Arabes à Bachra. Ces Noirs étaient forcés de travailler dans les mines musulmanes de salpêtre. Lors de cette révolte, ils conquirent la ville de Bachra en Irak. Ils conquirent la ville après ville et personne n'a pu les arrêter. Le soulèvement et le soif de liberté dura 11 ans. L'esclavage, forme suprême de la domination de l'homme par l'homme, est absolument une des caractéristiques fondamentales de l'histoire de l'humanité. Et comme l'affirme si bien Tidiane Ndiaye dans le Génocide voilé, enquête historique, édition Continent Noir, Gallimard, le premier chapitre du livre écrit scrupuleusement les formes d'asservissement pratiquées par les sociétés traditionnelles d'Afrique noire. Cependant, sans toutefois tomber dans la hiérarchisation victimaire, force est de reconnaître que la dimension prise par la traite et l'esclavage qu'ont subi les peuples noirs dépasse en nombre de victimes, en durée et en horreur tout ce qui avait précédé. Et dans la genèse de ces malheurs, historiquement, la traite négrière est une invention du monde arabo-musulman. Lisez Tidiane Ndiaye, le génocide voilé, page 16. Tidiane Ndiaye, dans Génocide voilé, enquête historique, paru chez Gallimard, lisez la page 16, il dit, et dans la genèse de ces malheurs, historiquement, la traite négrière est une invention du monde arabo-musulman. Que dit l'islam?
pour que le monde a été toujours comme ça. Et la Mauritanie, l'histoire de ces massacres de militaires noirs en Mauritanie. Les négros mauritaniens ont vécu des années de braise de 1989 et 1991. Dans cette folie meurtrière, 28 militaires noirs ont été pendus dans la nuit du 28 novembre 1990 pour célébrer la 30e anniversaire de l'indépendance de leur pays dans la caserne militaire de la localité d'Inal. Même chose à Azlat, à Soré-Malé, même chose à Wouti, à Walata, à Djireida et dans toute la vallée. Bon, je m'arrête là. Tirez votre conclusion. Au revoir.